Oui, juste pour répondre à Christophe, lorsque nous recevons un visiteur, une visiteuse, il est certain qu'on se présente, et surtout on ne se présente pas comme ayant, je dirais, totalement, maîtrisé la maladie, que c'est blindé et que c'est garanti pour l'éternité. Hein. C'est pas du tout ça. On fait référence effectivement au fait que nous restons fragiles, qu'il nous faut beaucoup de vigilance et que c'est pas que personnellement j'ai effectivement des montées d'humeur, des baisses d'humeur, et donc il faut d'ailleurs bien montrer que nous sommes toujours, je dirais, vivants, concernés par leur établissement. Leur établissement, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est pas une bataille quotidienne, mais il faut quand même beaucoup de vigilance. Et donc, on fait état auprès de nos visiteurs, visiteuses, que du fait que leur établissement nécessite quand même beaucoup de précautions pour s'y maintenir. Ajouter quelque chose au sujet des familles, des parents, c'est de l'importance de prendre soin de soi en tant que parent et d'avoir son jardin aussi, même si trouver du temps pour soi aussi. Merci. Alors, c'est vrai que je m'intéresse un peu à la psychiatrie, un peu particulièrement, parce que, les troubles psychiques, j'ai connu. J'ai une amie à qui j'ai proposé de me marier, m'a répondu « Non, je ne me marierai jamais puisque toutes mes copines ont divorcé ». Bon, elle avait un trouble de la personnalité, ça, il n'y en a pas de doute. Mais pour les soins, c'est quand même pas très bien organisé. Il n'y a pas de guide, par exemple, pour les proches. Avoir un guide, ça s'apprend pour les enfants du primaire. Ils apprennent un peu d'éducation civique pour savoir ce qu'il faut faire quand ils voient quelqu'un qui tombe dans le coma. Il faut appeler les pompiers. Bon, en psychiatrie, personne n'a pensé à aller demander à ce que l'éducation nationale prévoie quelques lignes pour accompagner les proches qui ont des troubles psychiques. Puisque ce qui est fréquent dans les troubles psychiques, c'est que les malades ne s'en aperçoivent pas. Et s'ils ne s'en aperçoivent pas, ils ne vont pas aller demander des soins. Bien au contraire, ce qui se passe quand ils sont accueillis par un psychiatre, il est préoccupé par la psychanalyse. Alors ça, oui, on trouve beaucoup d'articles où on pense que la psychanalyse, c'est la panacée. Malheureusement, ce n'est pas si simple que cela. Donc, je voudrais faire remarquer quand même qu'on peut faire beaucoup mieux. C'est ce qu'écrivait mon prof de collège sur l'appréciation de plusieurs de ses élèves. Merci de votre attention et n'hésitez pas à le faire savoir. Je reviens sur la contention. Ça a déjà été ce matin réfléchir à comment on peut faire moins de contention, ou là vous disiez comment on pourrait s'en passer. En fait, ça existe déjà. Il y a 18 hôpitaux en France qui ne pratiquent plus la contention. Il n'y a plus rien qui justifie la contention. C'est une pratique qu'il faut abolir. Il n'y a aucun être vivant qu'on attache à qui ça peut faire du bien ou à qui ça se justifie. Voilà, abolition de la contention. Je suis désolée, je reprends la parole parce que tout à l'heure j'ai fait l'erreur de ne pas développer le déni. Quand je parle de déni, effectivement, certains malades sont dans le déni, ce qui est le cas de ma fille. Je suis donc proche aidante et seule face à tout ça, parce que ma fille n'a pas d'accès aux soins. Elle est dans un trouble psychotique et donc loin de tout, et donc pas de réalité et pas de possibilité d'avoir accès au médical. Donc je trouve que c'est important. Quels seraient les leviers pour nous aider, nous, proches aidants, à accéder plus facilement, à avoir des entretiens, des conseils, parce que du coup, je n'ai aucun diagnostic et ma fille est dans son délire depuis 5 ans. 5 ans, et voilà, le déni, c'est aussi ça. C'est aussi une errance énorme et une solitude incroyable pour nous aidants. Alors j'ai beau frapper à toutes les portes, heureusement, fort heureusement, il y a des associations. J'ai croisé le chemin d'une AFAM, heureusement, qui ensuite m'a fait rencontrer d'autres associations. Mais il n'en est pas moins que je ne peux pas obliger ma fille à se faire soigner, elle est majeure. Donc voilà, c'est le néant. Et il serait bien aussi qu'il y ait une prise de conscience pour ça et nous aider, nous, à proches aidants, à accéder, voilà, pour aider nos proches à se faire soigner, parce que
Voilà, on n'a aucune possibilité. J'ai contacté des psychiatres. Il n'y en a aucun qui peut se déplacer à domicile, bien évidemment, puisque visiblement, il n'y a pas suffisamment de professionnels pour aider tous les malades. Et donc, avoir une chance de les aider à se faire soigner, faire venir des gens à domicile peut-être. Et donc, là, encore une fois, les secteurs, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas forcément dans le lieu de l'habitation. Voilà. Merci. Bonjour, je suis une personne concernée. Je vous remercie pour vos interventions qui étaient très intéressantes. J'aurais une réaction et une question. Au niveau de ma réaction, je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur la question de la crédibilité. Ça m'a rappelé une conversation que j'ai pu avoir avec un père aidant qui s'interrogeait par moments en disant « mais moi du coup j'ai l'impression que je perds totalement crédibilité quand je rechute ». Et je pense qu'on pourrait inverser le paradigme et dire au contraire qu'un père aidant ou une personne qui rechute et qui arrive à se rétablir, à se relever, à se rétablir, en fait, elle gagne en crédibilité. Parce que du coup, ça demande un courage, une force et un investissement énorme. Et donc, plus une personne qui rechute, plus elle arrive à se relever, à se rétablir, plus sa crédibilité derrière est grande, notamment en tant que père aidante, pour pouvoir aider les personnes sur ce parcours et pouvoir en parler et en témoigner. La question que je voulais vous poser va sur le terrain politique. Elle s'adresse à vous tous. Et en particulier au président de, j'ai plus le nom, excusez-moi, du GRSA. C'est sur alors l'amendement 159 prévu au PLFSS, le projet loi de financement de la sécurité sociale. Je vais expliquer très rapidement. C'est un amendement, je ne sais pas où il en est exactement, je sais qu'il n'est pas en vigueur pour le moment, mais cet amendement propose, à partir du 1er janvier 2026, d'interdire tout financement public des soins, actes et prestations se réclamant sur la psychanalyse. Il a été retiré ? Ok. Il a été retiré, ok. Je ne le savais pas, mais j'en ai entendu parler récemment. Et du coup, ma question, c'est de savoir si vous avez prévu de vous mobiliser par rapport à cet amendement. Même s'il a été retiré, je trouve qu'il est d'une grande gravité, parce qu'il montre que des décideurs politiques peuvent vouloir encadrer très strictement la liberté dans la manière de dispenser des soins. Et je dis ça indépendamment du fait qu'il concerne la psychanalyse ou pas. Je sais qu'il y a des positions très diverses sur ce sujet. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inquiété sur la portée que pouvait avoir un tel amendement et sur les orientations que sont prêts à prendre un certain nombre de nos décideurs politiques, parce que ça peut avoir des conséquences très concrètes, non seulement sur les soins, mais aussi sur les personnes concernées. Parce que concrètement, derrière, est-ce qu'on va établir un jour qu'un suivi dans le cadre d'un parcours de rétablissement, ça a un début et une fin, ce qui serait, de mon point de vue, totalement contraire au paradigme du rétablissement, et qui aurait des conséquences, notamment sur le plan financier qui a été soulevé, qui seraient très importantes et très graves. Donc voilà, il y a ce volet politique aussi que je voulais soulever. Je ne garde pas la parole plus longtemps, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Hassan. Merci à vous toutes et tous. Peut-être encore un mot, Christophe? Oui. Mais justement, il y a eu encore une question, dire pardon. quelque chose par rapport à ce que dit le monsieur. Oui. Alors cet amendement, il a été retiré. Alors il y a normalement en France, il y a des structures qui sont censées représenter les professionnels de santé, quelle que soit la spécialité. Ça s'appelle des conseils nationaux professionnels, alors de psychiatrie, de cardiologie, voilà, toutes les spécialités. Et le souci majeur, c'est que cet amendement est tombé sans que le Conseil national professionnel de psychiatrie soit interpellé. C'est-à-dire qu'on n'a même pas demandé l'avis aux psychiatres. Donc ça, premier point, là, qui juste, ça va pas du tout. Deuxième point, je trouve que ça pose une vraie question démocratique. Madame disait qu'il y avait quelques problèmes de finances quand même dans notre pays. Voilà, bon, c'est une réalité. Donc forcément, il y a des choses qu'il faut qu'on réfléchisse. Mais enfin, il faut quand même qu'on réfléchisse ça sur un plan national. C'est-à-dire qu'il faut que collectivement,
on puisse en parler et que collectivement, on puisse décider, voilà, qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge, comment. Enfin voilà, moi, il me semble que c'est une vraie question démocratique. La question du rétablissement, alors le rétablissement, enfin, rechuter, ça ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas rétabli, hein. Pas du tout, hein. On peut être tout à fait rétabli et rechuter. Rechuter, c'est pas forcément, moi je dis souvent, rechuter en soi, c'est pas un drame, hein. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Il faut juste s'être organisé, voilà, pour que les choses se passent comme on l'a imaginé et comme on le souhaite, et que ça puisse se passer tranquillement. Et pour Madame, je voulais vous dire qu'il y a quand même si votre fille est majeure, on peut quand même faire en sorte qu'elle puisse être soignée, même si elle ne le souhaite pas. Ça s'appelle la mise en place des soins sans consentement. C'est-à-dire que là, il y a une personne proche. Alors, le plus souvent, ce sont effectivement les parents qui s'inquiètent de la santé, qui disent, voilà, moi je pense que mon enfant ne va pas bien en ce moment. Et là, à ce moment-là, il y a un psychiatre qui est censé intervenir et qui dit, oui, effectivement, cette personne ne va pas bien. Elle va tellement pas bien que momentanément, elle n'est pas en mesure de pouvoir décider librement de ses soins. Et oui, on va l'hospitaliser sans son consentement. Après, c'est quelque chose qui peut se préparer. C'est pour ça qu'actuellement, on est quand même très dans le développement des équipes mobiles, parce qu'un des enjeux, c'est de pouvoir essayer de se déplacer au domicile, d'essayer voilà, d'accrocher quelque chose avec la personne pour, si c'est possible, et parfois c'est possible, pouvoir organiser des soins soit totalement en ambulatoire, soit accompagner la personne vers une hospitalisation qui se fait de manière relativement libre, c'est-à-dire sans passer par la case soit sans consentement. Parce que c'est parfois indispensable, mais c'est vrai que les soins sans consentement, parfois la mise en place, ça peut être quand même un petit peu difficile pour la personne concernée, mais aussi pour les proches. Merci beaucoup. Merci. Merci.